Bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission Air Numérique. Elles font de plus en plus partie de notre quotidien. Ces machines capables de simuler l'intelligence humaine et d'effectuer seules certaines opérations. Vous l'avez bien deviné, il s'agit de l'IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est de nos jours au service de beaucoup de secteurs. L'éducation, la santé, le transport, l'industrie, pour ne citer que ceci. Sur le continent africain, elle suscite l'engouement chez les jeunes, notamment dans les startups qui développent des outils dans le but de révolutionner le mode de vie et de travail des hommes. Dans ce nouveau numéro de votre émission dédiée aux nouvelles technologies, nous parlerons des enjeux économiques et sociaux de l'intelligence artificielle. Mais d'ici là, le sommaire. L'intelligence artificielle est sur une nouvelle lancée que rien ne semble pouvoir arrêter. Cette nouvelle quête d'intelligence artificielle ne date pas d'hier, mais les nouvelles capacités d'apprendre des ordinateurs nous laissent croire que le rêve de développer des systèmes intelligents est maintenant possible. Pour plus de détails, suivons ce reportage. Les performances de l'intelligence artificielle font le tour du monde. Le sujet est sur toutes les lèvres, ses promesses sont grandes. Elle a le potentiel de changer le monde du travail. Depuis quelques années, elle a fait un pas de géant. Les grandes entreprises comme Google, IBM, Amazon, Facebook, pour ne citer que ceux-ci, se lancent également dans la course. À l'ère du numérique, le besoin de l'humanité dans le domaine de l'intelligence artificielle est infini. En 2017, l'intelligence artificielle a franchi une étape décisive, parvenant à identifier les mots dans une conversation orale aussi bien qu'un être humain, ouvrant de nouvelles perspectives pour la traduction automatique. Janvier 2018, nouvelle prouesse. L'IA dépasse les humains lors d'exercices de lecture et de compréhension dans le célèbre test de lecture de l'université de Stanford. Cela permettra à l'intelligence artificielle, demain, d'interagir encore plus facilement avec les humains pour leur apporter de l'information de manière plus naturelle. C'est tout ce qui va au-delà de l'intelligence humaine qui est appelée intelligence artificielle. Nous dotons les machines ou les programmes un certain nombre de processus, de procédures qui les amènent à analyser le plus rapidement que l'être humain ne soit pas capable de faire avec le cerveau. Éventuellement, aujourd'hui, tout ce qui se passe à travers le monde ne peut pas se faire sans cette intelligence que l'on appelle artificielle, entre guillemets, mais qui en réalité est une intelligence qu'on met dans les machines pour qu'elles puissent produire les résultats de façon beaucoup plus optimale et beaucoup plus efficiente que l'être humain ne soit capable de faire. En fait, il s'agit de quoi? Il s'agit de mettre ensemble un certain nombre de théories, de techniques et de systèmes ensemble dans le sens de promouvoir des programmes informatiques et mathématiques pour simuler certains traits de l'intelligence humaine. Donc, en bref, l'intelligence artificielle est basée sur la neurobiologie, c'est-à-dire on part des comportements humains pour s'appuyer sur les mathématiques et l'information, et l'informatique et les programmes pour recréer ce que les humains vivent. La révolution actuelle de l'intelligence artificielle est rendue possible par une combinaison de 3 facteurs selon Harry Shim. Une vaste quantité de data, une puissance informatique extraordinaire, notamment grâce au cloud et des algorithmes révolutionnaires basés sur le deep learning, soit des données, la puissance pour les exploiter, la capacité à apprendre, car l'intelligence dite artificielle s'inspire des processus cognitifs humains, notamment notre très grande capacité d'apprentissage tout au long de la vie. Il y a ainsi fréquemment recours à l'apprentissage supervisé. Par exemple, on nourrit un programme avec des milliers de photos de voitures étiquetées. Après cet entraînement, le programme peut reconnaître seul des voitures sur les nouvelles images qui lui seront présentées. Mais aujourd'hui, la question qu'on se pose est de savoir si nous devons avoir peur de l'intelligence artificielle. Au contraire, parce que toujours une machine reste une machine, un être humain reste un être humain. C'est à l'être humain de programmer une machine et choisir le programme qu'il va insérer pour qu'il réalise une tâche bien précise. Puisque c'est l'homme qui fait l'intelligence artificielle, donc il n'y a pas de raison d'avoir peur, parce que en fait, c'est l'homme qui conçoit pour ses propres besoins. Cette intelligence facilite le travail de l'humain. Donc il est important que l'homme continue
vraiment à développer cette intelligence, parce que si ce qu'un humain est capable de faire en 10 minutes ou en 1 heure, la machine le fait en quelques secondes. Donc, on n'a pas à avoir peur, plutôt parce que cette intelligence artificielle est à notre service et est conçue par nous-mêmes. Donc, il n'y a pas de raison vraiment d'avoir peur. Quand vous regardez aujourd'hui, même au niveau domestique, vous prenez l'intelligence artificielle qu'on amène aujourd'hui dans la domotique et qui permet à ce que nous puissions surveiller notre maison, que nous puissions maîtriser notre consommation électrique, que nous puissions savoir ce qui existe dans notre frigo et que nous puissions être alertés pour les produits qui vont être périmés, pour les produits qui n'existeraient plus dans le stock diminué. Donc cette intelligence est bénéfique et à saluer pour l'humain. Mais dans des mauvaises mains, elle peut aussi servir à des fins criminelles ou à la désinformation. C'est clair que si nous créons les machines, nous utilisons des machines, il y a des algorithmes, il y a des logiciels derrière, il y a un certain nombre de choses. Et ces choses peuvent nous échapper parce qu'il y a des bugs, ça peut nous échapper parce que des gens mal intentionnés pourraient prendre contrôle de ça. Donc ça fait partie vraiment, c'est des gros enjeux. Ça pourrait nous échapper et ce que nous voyons aujourd'hui en science-fiction peut devenir des réalités demain. Donc c'est aujourd'hui, vous voyez comment aujourd'hui le cyberespace est utilisé. Donc, et aujourd'hui, déjà, quand on a introduit, avec l'introduction de l'Internet des objets, on a vu comment la cybersécurité a été directement impactée. Donc, si nous ajoutons l'intelligence artificielle, à un certain niveau, il y a un risque que désormais cela soit utilisé pour faire de mauvaises choses et qu'effectivement des machines, des robots nous échappent et que nous ayons du mal à les ramener à l'ordre. Aujourd'hui, quand vous regardez, vous avez plein de supermarchés sans humains, vous avez des stations-service sans humains, vous avez des banques sans humains, vous avez des hôtels sans humains. Mais certains métiers, comme je le dis, vont disparaître progressivement au profit de cette intelligence artificielle et de ces machines qui arrivent dans notre vie. Donc il va falloir maîtriser, qu'il va falloir entretenir, qu'il va falloir aussi faire en sorte qu'ils puissent être là quand on a besoin. De nombreuses entreprises utilisent dès à présent l'intelligence artificielle pour devenir plus productives, plus efficaces, plus innovantes. Mais les industriels ne sont pas les seuls séduits. Les professionnels de la santé ont bien compris l'intérêt de l'intelligence artificielle et ont commencé à l'utiliser de plus en plus. Aujourd'hui, plus que jamais, la médecine a besoin de l'IA. Aujourd'hui, on a un système qui a réussi, une start-up américaine qui a réussi à produire un vaccin en 45 jours, alors qu'avant, il fallait 10 ans. C'est grâce à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a des solutions qui ont permis de modéliser le cœur, un cœur artificiel pour l'être humain, pour permettre aux enseignants, aux médecins, chirurgiens, d'avoir, via la réalité augmentée dont je parlais, donc de simuler quelque chose de virtuel en réel, d'avoir des situations où ils peuvent vraiment toucher du doigt le cœur de la personne qui est là, alors que ce n'est pas la personne. Tout simplement parce qu'on l'a simulé à travers la réseau orientée. Ça, c'est le logiciel qui permet de le faire, c'est de l'intelligence artificielle. On a aujourd'hui des bases de données développées par Amazon qui permettent de très vite détecter les cas de cancérologie. C'est des faits aujourd'hui. Et on a aussi des logiciels et systèmes qui permettent aujourd'hui d'avoir déjà une grosse base de données qu'on peut exploiter sur le diabète. Vous voyez, c'est des grands enjeux. Le cancer, c'est un enjeu sanitaire mondial et qui, de plus en plus, ça arrive en Afrique. Avant, on ne le savait pas, on ne le vivait pas, mais de plus en plus. Donc, plus que jamais, on aura besoin de ce qui a déjà commencé là-bas pour avoir cette base-là, pour aider rapidement à détecter ces types-là. Et pourquoi pas avoir des prophylaxies à soigner. On parle du diabète. Il y a des solutions là-dessus. Pourquoi on y arrive? Parce que c'est des vieilles pathologies pour lesquelles il y a eu un certain nombre de données qu'on a pu remonter et donc on a remodélisé. Et le système sait maintenant réagir pour savoir ça c'est un cas de cancer, ça c'est un cas de diabète et voici un cas où je peux effectivement très rapidement fabriquer un vaccin. Aujourd'hui, j'en suis étonné de voir qu'on a fait très rapidement les vaccins pour le Covid. On dit non, c'est pas sûr, les tests ne sont pas bons en moins d'un an. En fait, c'est que derrière, on oublie que la biotechnologie a évolué.
il y a beaucoup d'équipements informatiques, les logiciels qu'on a mis en place qui accélèrent, des supercalculateurs qui accélèrent, qui modélisent, qui permettent de faire ce qu'on faisait beaucoup plus longtemps en très peu de temps. Parce qu'il y a de la puissance informatique derrière. Dans la médecine, c'est extraordinaire ce que nous pouvons aujourd'hui bénéficier de cette intelligence artificielle à travers les équipements de médecine. Donc c'est important que nous puissions les développer. Parce que vous voyez, aujourd'hui, de plus en plus, il y a un déficit de ressources humaines en termes de certaines spécialités. Alors, cela peut être géré facilement par l'infrastructure, par les équipements de technologie qui sont à la disposition de tout le monde entier aujourd'hui. Vous prenez un scanner, vous prenez aujourd'hui, il y a des interventions qui sont possibles sans l'intervention d'un être humain, des machines qui sont capables aujourd'hui de faire une chirurgie médicale. Donc vous voyez, alors que l'humain, parfois, n'a pas forcément les capacités. En matière d'intelligence artificielle, l'Afrique reste toujours à la traîne et malheureusement reste consommateur de solutions qui viennent d'ailleurs. Ces solutions importées sur le continent ne répondent pas toujours aux besoins réels. Pour pouvoir vraiment jouer dans cette cour, il faut avoir les moyens. Quand nous parlons des moyens, ce n'est pas seulement l'argent qui nous fait déjà défaut, mais c'est les moyens intellectuels et un positionnement stratégique. Et je ne vois pas vraiment l'Afrique aujourd'hui dans cette histoire. Je pense qu'aujourd'hui, nos centres de recherche ne fonctionnent pas. Et nous n'avons, même dans les privés, il n'y a pas de la recherche et développement. Et même dans le système éducatif aujourd'hui ne forme pas vraiment les ressources pour ça. Donc, je me méfierais et je ne vais pas parier sur ça parce que ce n'est pas, disons, la technologie bas de gamme. Mais si on veut vraiment contribuer à l'intelligence artificielle, ça nécessite vraiment de connaissances, ça nécessite vraiment d'avoir des structures en place, ce que l'Afrique n'a pas aujourd'hui. Donc, je serais un peu plus mesuré en disant que l'intelligence artificielle va occuper une grande part. Et ça va aider, comme on a vu avec l'Internet, avec la technologie, mais je serais un peu plus mesuré parce que nous n'avons pas les fondamentaux. La difficulté des pays africains, c'est d'abord la ressource énergétique. Pour qu'on puisse faire tourner l'intelligence artificielle, on a besoin de plusieurs puissances de serveurs en termes de puissance énergétique qui sont tirées par les serveurs de les processeurs dont on parle souvent, qui font les calculs. Les calculateurs, là, en fait, c'est des composantes électroniques et qui tirent l'énergie électrique. Des fois, pour des grands groupes comme Google ou bien comme Apple ou bien comme Amazon, ils ont des centres de données qu'ils enfouissent souvent même sous la mer ou dans le sol parce qu'il faut les refroidir. En fait, l'enjeu, c'est comment héberger les centres de données importantes qui vont permettre à mes composantes de l'IA d'avoir la matière. Il est temps aujourd'hui que nos politiques investissent davantage dans le développement des TIC, dans la recherche en matière de technologie pour proposer des solutions en fonction des besoins réels de nos populations. Donc cela doit se faire, doit être soutenu par l'ensemble du continent et aussi par nos partenaires afin que l'Afrique aussi puisse profiter non seulement sur le plan économique, sur le plan social, mais aussi sur le plan humain. L'humanité africaine surtout aujourd'hui ne bénéficie pas de progrès en matière d'intelligence africaine. Donc tout ce qui est valeur africaine, tout ce qui est langue et culture africaine doit aussi être porté par cette intelligence artificielle pour que ça puisse nous permettre de pouvoir mettre en œuvre et de partager toutes ces grandes compétences et connaissances de notre continent. L'intelligence artificielle, de façon générale, est une chance pour le monde. La découverte de ces technologies a facilité bien de choses. Reste à l'Afrique de s'y mettre pour que des solutions puissent être créées et développées sur le continent qui soient adaptables à nos réalités. 80% de la production industrielle mondiale est occupée par l'intelligence artificielle. Qu'en est-il de la place qu'occupe l'Afrique dans ce domaine? Le docteur en informatique Alioune Badara Traoré répond à nos questions. D'ici là, Kadi, présentation. Né en 1962 à Ségou, Alioune Badara Traoré est titulaire d'un doctorat en informatique de l'Université électronique de Saint-Pétersbourg et d'un MBA en gestion d'entreprise.
Ingénieur formé à cette science nouvelle qui est l'informatique, Alioune Badara Traoré fut recruté de son retour au Bercail par la Sotelma en qualité d'informaticien. Dès lors, il gravit les échelons, étant tour à tour chef du service informatique, directeur de l'information et des nouvelles technologies, chargé des missions pour les réflexions stratégiques et chargé de la sécurité des systèmes d'information au sein de la Sotelma. Très connu et apprécié à l'international, Dr Traoré fut membre au conseil d'administration de l'organisation africaine chargée de la gestion des ressources de l'Internet et directeur exécutif de l'organisation africaine de la gestion des modes et des domaines. Alioune Badara Traoré est celui qui a introduit l'Internet au Mali. À savoir également que notre cher docteur a plusieurs casquettes à son compte, également celui du sport, où il est connu dans le milieu des arts martiaux, particulièrement le taekwondo, dans lequel il est grand maître ceinture noire 7e dan. Il fut également directeur technique national de la Fédération malienne de taekwondo, arbitre aux Jeux olympiques de 2012. Dr Alioune Badara Traoré est marié et père de 5 enfants. L'homme a pris sa retraite en juin 2020. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est réellement, docteur? Et on peut dire que l'intelligence artificielle, c'est un ensemble donc, de théories, de logiciels, d'algorithmes qu'on met en place pour pouvoir imiter, simuler la réflexion humaine. Donc voilà, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose, on essaye de faire ce que l'humain devra faire dans certaines situations. Voilà un peu l'intelligence artificielle. Merci d'avoir répondu à cette question, docteur. Existe-t-il des formes variées de l'intelligence artificielle? Oui, il y a des formes variées de l'intelligence artificielle. Donc, on peut les classer généralement l'intelligence artificielle légère, l'intelligence artificielle générale, l'intelligence artificielle superficielle. Donc, selon la complexité de l'algorithme, l'intelligence artificielle est généralement catégorisée. S'il s'agit de faire des tâches qui sont très très simples, donc il relève donc de l'intelligence artificielle légère. Quand il s'agit de faire des tâches très compliquées, donc on arrive dans l'intelligence artificielle spécialisée générale, selon la frontière. Aujourd'hui, on entend sur toutes les lèvres, on parle de l'intelligence artificielle. Est-ce que l'humanité en a vraiment besoin? Aujourd'hui, on est confronté à une masse énorme d'informations que l'humain, en fait, n'arrive pas à traiter. Quand vous prenez l'exemple d'un simple ordinateur, avec un traitement de texte que vous utilisez, vous remarqueriez que vous utilisez à peine 10 à 15% des capacités de l'ordinateur. Quand vous allez sur Internet, que vous faites des recherches, vous allez avoir énormément d'informations que l'humain a du mal à traiter. Donc, l'intelligence artificielle permet à la machine de faire ces différents traitements et de systématiser ces informations pour les offrir à l'humain. Donc, dans ce sens-là, l'intelligence artificielle aide énormément dans la prise de décision des êtres humains. Quand vous partez également, aujourd'hui, tout le monde, l'humanité est confrontée à ce qu'on appelle le terrorisme. Donc, l'analyse de ces informations qui viennent de ces différents éléments dangereux par une intelligence artificielle permet de prendre une décision rapidement et d'anticiper tous les coups de ces groupes qui veulent nuire à la quiétude des gens. Parce que ça va très vite. Donc, en analysant les informations qui passent entre eux, on est capable de plus ou moins cibler là où va se trouver le danger et d'anticiper. L'intelligence artificielle pourra-t-il développer l'économie africaine en général et en particulier celui du Mali? Si, c'est-à-dire que toute technologie a son côté positif et son côté négatif. Pour ce qui est du Mali, l'intelligence artificielle peut révolutionner l'économie de notre pays. Parce que ça permet, comme je viens de dire, notre pays déjà est confronté à une crise multidimensionnelle. L'intelligence artificielle bien structurée pourra permettre les décideurs de prendre très rapidement les décisions dans les bonnes directions pour le développement du pays. Maintenant, du point de vue du commerce, vous prenez un commerçant X qui vend un produit n'importe lequel,
Et avec l'intelligence artificielle, il est capable de s'orienter pour aller très vite dans sa recherche de partenaires, dans sa recherche de développement, dans sa recherche de fabrication, de production. Donc l'intelligence artificielle, dans ce sens-là, peut beaucoup aider l'économie de notre pays. Mais par contre, si on doit l'utiliser pour nuire, évidemment, comme j'ai dit, dans toute technologie, il y a un côté positif et un côté négatif. Alors là, il faudra faire attention que ça ne devienne pas un élément de pression, de dictature, etc. pour les populations. Pouvez-vous nous parler des apports de l'intelligence artificielle dans le progrès de la médecine? Alors, au niveau de la médecine, par exemple, particulièrement, l'intelligence artificielle peut remplacer l'homme quant à l'analyse, par exemple, des radios. L'intelligence artificielle peut aller bien au-delà de l'œil humain pour mieux analyser les prises de radiophonique, les prises de radio donc des patients et mieux les interpréter. Donc dans ce sens-là, l'intelligence, ça c'est juste un exemple en matière de médecine. Partant de ces réponses, les machines pourront-elles remplacer le personnel de la santé dans un futur proche? Si oui, quels sont les enjeux? Maintenant, on sait aujourd'hui qu'on peut mettre en place, fabriquer des robots qui imitent les gestes des chirurgiens. Dans ce sens, il ne peut pas forcément remplacer le chirurgien, mais il peut beaucoup l'aider dans sa tâche chirurgicale. Donc l'intelligence artificielle, bien utilisée à bon escient, peut beaucoup aider la médecine dans notre pays. Comme je l'ai dit, il faut bien le positionner et il est capable d'aider à la décision, d'aider à pratiquer des gestes qui sont simples, qui sont banals, mais qui sont importants. Nous remarquons chaque jour la naissance de différents types de robots humanoïdes au service de l'homme. Ces machines ne se retourneront-elles pas contre l'homme dans les jours à venir? Ce n'est pas la machine qui sera contre l'homme, c'est l'homme qui sera contre l'homme, parce que la machine est conçue par l'homme. La machine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait qu'exécuter les séquences programmées qui lui sont insérées. Alors, si ces séquences-là vont dans le sens du mal, en fait, c'est l'homme qui a programmé la machine. Évidemment, il y a actuellement le type d'intelligence artificielle qui essaye de bâtir ses propres expériences. C'est-à-dire, par exemple, le robot est en train de fonctionner, il marche, il touche un obstacle, donc il voit les dimensions de l'obstacle avec sa caméra, et par rapport à ça, le robot prend une décision. Et tout ça est programmé par l'homme. En fait, on essaye d'inclure un peu l'expérience subjective de l'homme au robot. Mais tout cela est programmé. Donc ce n'est pas la machine qui va aller contre l'homme, mais c'est l'homme plutôt qui pourra aller contre l'homme lui-même en insérant des programmes malveillants au robot. Sinon, fondamentalement, je ne vois pas de danger. Mais comme j'ai dit, même dans les machines, dans les ordinateurs, on voit des virus et tout ça, c'est fabriqué par l'homme. Les virus ne viennent pas d'eux-mêmes. Donc c'est la même chose. Et il faut juste cadrer, caler et tous ces gestes-là qui peuvent nuire à l'environnement, à la quiétude des gens. Donc c'est l'homme qui, en fait, programme et c'est l'homme qui a le résultat de ce qu'il a programmé. Nous remarquons que le Mali n'a pas de centre de formation ni de réflexion sur l'intelligence artificielle. Manque-t-il des moyens? Alors, ça c'est une colle, parce que dans toute chose technologique, dans toute avancée technologique, il y a un ensemble d'éléments qu'il faut mettre bout à bout. La première chose, c'est la décision politique. La deuxième chose, ce sont les hommes en adéquation avec cette décision politique qui doit être prise. C'est-à-dire on ne prend pas une décision politique pour mettre quelqu'un qui ne pourra pas effectuer la tâche. La troisième chose vient une question de volonté de ces hommes-là et une conviction de ces hommes à réaliser la tâche qui leur est confiée. La quatrième chose, ça, ce sont les moyens. Les moyens, en fait, les moyens, on n'en a jamais. Les moyens ne suffisent jamais. Mais ce sont les hommes
qui font en sorte que les moyens qui leur sont mis à disposition arrivent à avoir des résultats bien concrets. Donc, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de centre d'intelligence artificielle. Il faut en avoir, surtout dans notre environnement où on est dans un pays avec beaucoup de tiraillements, disons, je dirais, en guerre, comme on le dit souvent. Donc, il est important, très important, que certains, au moins, services de nos pays puissent se doter d'outils qui leur permettent d'analyser très rapidement tout ce flux d'informations et de les aider à prendre les bonnes décisions. L'avenir, c'est les jeunes. Que les recommanderiez-vous afin qu'ils s'intéressent à l'intelligence artificielle? Alors, qu'est-ce qu'il faudra leur dire? C'est que c'est un domaine qui est nouveau. Enfin, ce n'est pas exactement nouveau, mais il est en train de se développer. Et au fur et à mesure, donc, avec l'évolution de tout ce qui est informatique, tout ce qui est évolution de big data, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de big data, c'est-à-dire on parle d'informations, d'énormément d'informations qui sont stockées quelque part et qui sont traitées dans un but bien déterminé. Donc, je leur recommande de s'agripper parce que c'est un domaine qui évolue très vite et c'est un domaine qui est normalement porteur pour nos pays parce que ça nous fait raccourcir le chemin, certains chemins de développement. L'intelligence artificielle nous aidera à les raccourcir si ils s'y prennent bien. Que faut-il faire pour les accompagner? Maintenant, en matière de formation, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de centre de préparation à l'intelligence artificielle. Donc, il doit peut-être apprendre sur le tas et après se spécialiser dans ce domaine-là. Mais aujourd'hui, l'informatique, l'Internet, on peut très rapidement apprendre beaucoup de choses et dans la spécialisation, perdre le moins de temps possible pour être très pointu dans le domaine. Alors, ce sont les recommandations que je peux leur donner. Nous sommes pratiquement à la fin de cette interview. Votre mot de la fin, docteur? Bon, c'est un thème qui est d'actualité, qui est important et qui est lié au développement, à la sécurité, et aux différentes tâches de tous les jours. Vous prenez une entreprise qui installe un robot, c'est une intelligence artificielle que l'entreprise a installée pour pouvoir répondre à ses clients, donner les bonnes réponses, etc. Donc c'est un domaine qui est important, évolutif et dont le pays a besoin. Il serait opportun qu'en matière de décision, que des choses soient prises pour pouvoir au moins créer des embryons. Dans tous les pays, tout ce qui se développe, ce sont des gens volontaristes qui mettent en place quelque chose, qui sont accompagnés d'une manière ou d'une autre et qui arrivent à faire en sorte que le pays soit à la pointe de ces différentes technologies. N'importe quelle technologie que vous prenez dans le monde qui s'est développée, c'est comme ça. Donc c'est un secteur plus ou moins privé, aidé par l'administration, qui arrive à aboutir à quelque chose de concret et de valable, d'utile pour le pays. Docteur Traoré, merci. Merci. Dans nos téléphones, dans nos voitures et bientôt dans nos cuisines, les assistances virtuelles envahissent notre vie, avec la promesse de la simplifier. C'est ainsi que nous allons vous montrer l'invention de ce jeune Ivoirien qui nous a quittés à l'âge de 39 ans. Il est inventeur et chercheur prolifique des technologies de l'information. Il s'agit de M. Yapi Didier. M. Yapi Didier a créé un clavier invisible. Je vous laisse le découvrir dans cet extrait de l'émission C'est Midi, présenté par Mariam Djoualaba. Monsieur Yapi Didier, il a vu tout ce mal-là qu'on se donne pour travailler, parce que quand on travaille, il faut optimiser le temps de travail. Il faut travailler rapidement, facilement et librement. Donc avec le IK1, plus de problèmes de tasses de café qui se versent, plus de problèmes d'espace, d'encombrement et tout ça. Il n'y a plus ça. Et comment ça marche? Vous voyez sur votre petit écran, le IK1 réagit avec la chaleur humaine. Donc la chaleur que va dégager vos doigts va comment dire ça, faire fonctionner le clavier. Donc toutes les lettres. Et tout ce qu'on a autour du bureau, c'est quoi exactement?
C'est juste la table. Hein. L'écran, ça c'est juste la table. Ok, ok. Voilà. Donc la chaleur que va dégager vos doigts va faire réagir la table. Donc toutes les lettres, tous les caractères que vous imprimerez, vous taperez, sortiront automatiquement, instantanément sur l'écran. Et vu qu'il n'y a pas de caractère inscrit sur la table. Voilà. Ah bon? Oui, il n'y a pas de caractère. Si tu peux le voir, tu peux le voir. Je voulais te Mais demander si les caractères c'est quand même sont difficile. Hein, invisibles. Comment tu veux saisir un texte? Voilà. Comment tu fais pour savoir que oui, je veux écrire Mariam joue à la balle, Voilà. tu vois pas Par exemple, les lettres, je veux tout ça. écrire c'est midi. Vous savez, quand on pose une action, l'action, d'abord, avant de la poser, elle est prééditée dans le cerveau. Donc, par exemple, quand je vais écrire c'est midi, dans mon cerveau, c'est déjà écrit c'est midi. Ah. Oui. Wow. C'est... C'est génial. Ça se fait en une fraction de seconde. On a l'impression que cette opération est naturelle, mais c'est fait tellement rapidement qu'on ne s'en rend pas compte. Voilà. Donc quand on veut écrire c'est midi, comme je le disais, vu que c'est préétabli, c'est préécrit dans le cerveau, dès qu'on pose les mains sur le IK1, vu que vous avez déjà utilisé l'ordinateur, le clavier et tout ça, instinctivement, vous écrivez c'est midi. Donc l'opération se fait par option de reconnaissance neuropathocardiaque. Oui, neuropathocardiaque. Ça signifie que toutes les informations qui circuleront dans votre cerveau seront, comment dire ça, retranscrites traduites par l'ordinateur et vont s'afficher sur l'écran. Oh là là, c'est vraiment ingénieux. C'est vraiment un travail de génie. Et quand on pense que cela a été fait par un Ivoirien, je crois que public, on doit se lever pour applaudir. Nous sommes allés également à la rencontre de ces jeunes startups maliens de Donifab qui ont mis en place un engin qu'on peut télécommander à distance. Donifab, c'est ce qu'on appelle un Fab Lab. C'est un laboratoire de fabrication numérique. C'est un concept assez innovant qui a pour objectif de rendre accessible les nouvelles technologies à qui le veut. C'est un espace de travail collaboratif qui est ouvert et massif. C'est-à-dire que nous proposons une alternative aux méthodes classiques d'enseignement en rendant les nouvelles technologies accessibles à n'importe qui finalement. Asimo est à ce jour le robot humanoïde le plus sophistiqué au monde. Imaginé pour accompagner les personnes à mobilité réduite, le projet Asimo a débuté en 1986 avec le prototype E0, deux longues jambes calquées sur le fonctionnement du squelette humain et capable de reproduire la marche d'un homme. Après 6 années de développement, des bras se greffent au concept, puis une tête, et c'est en novembre 2000 qu'Asimo prend officiellement vie entre les mains des ingénieurs Honda. Compact, rassurant et capable de se déplacer et d'interagir dans un environnement humain, Asimo pèse 48 kg et mesure à peine 1,30 m, soit la taille d'un adulte en position assise. Après 14 années de développement, Asimo est désormais capable de courir à 9 km/h, de sauter à pieds joints ou à cloche-pied, d'analyser précisément son environnement grâce aux 2 caméras intégrées dans sa tête, de reconnaître le son d'une voix et de répondre aux ordres. Le plus étonnant reste à venir puisque l'androïde peut marcher à côté d'une personne sur le même rythme, servir un verre ou encore pratiquer le langage des signes grâce à ses doigts entièrement flexibles et indépendants. L'expérience Asimo est troublante à plus d'un titre. Naturellement, la technologie embarquée dans ce robot est fascinante, mais le plus déroutant réside dans sa gestuelle et ses attitudes presque humaines. Les stratèges de la firme japonaise se sont d'ailleurs entourés de nombreux philosophes pour donner une âme à leur projet. Asimo est pensé pour aider autrui, mais en le voyant se mouvoir de manière si naturelle, vous avez irrémédiablement envie d'aller vers lui et d'en faire votre compagnon de jeu. Entièrement financé par Honda, le projet Asimo reste pour le moment expérimental et aucune date de commercialisation n'est encore fixée. Des tests grandeur nature pourraient cependant voir le jour d'ici quelques années dans les centres spécialisés pour aider les personnes âgées ou handicapées.
Le travail de la branche Honda Robotics devrait également être transposé à moyen terme au monde de l'automobile ou du deux roues. En attendant, Honda continue ses recherches et ses démonstrations pour recueillir les réactions à chaud du public. En effet, si la culture des robots est parfaitement acceptée au Japon, elle est encore mal assimilée en Europe. Les qualités techniques et morales d'Asimo pourraient bien faire disparaître nos appréhensions et lever nos derniers a priori. L'avenir des nouvelles technologies de l'information et de la communication repose en grande partie sur l'intelligence artificielle. L'Afrique étant un continent émergent, occupera très bientôt une place très importante dans cette quête. Comme vous le savez, c'est la fin de ce numéro. N'hésitez pas de liker et partager notre page sur Facebook. Vous pouvez également suivre ce numéro sur notre chaîne YouTube. Merci et au mois prochain.